Je suis Dr Mardaoui, qui représente Détective Clinique, et je souhaite la bienvenue aux futurs confrères pour l'ouverture de ce dossier très spécial. Aujourd'hui, on plonge dans un mystère endocrinien particulièrement complexe. Ce décryptage est pensé spécifiquement pour la préparation aux examens de spécialité. L'idée, c'est de structurer nos connaissances autour de cette pathologie fascinante pour esquiver une bonne fois pour toutes les pièges classiques le jour de l'épreuve. Alors, gardons un esprit d'analyse bien aiguisé et démarrons l'investigation. Voici notre plan d'action. L'objectif est de se bâtir un échafaudage cognitif hyper solide. On va d'abord identifier le mystère de la NEM3, décomposer sa fameuse triade diagnostique, analyser la redoutable tempête de catécholamine, puis passer en revue les outils d'investigation et le traitement. Et pour finir, on s'attaquera à ce qui rapporte vraiment des points, la résolution de cas cliniques typiques des examens. Première étape de notre enquête, le mystère de la NEM3. Il s'agit de bien cerner l'identité de notre suspect et surtout d'apprendre à repérer ses indices visuels. Alors, premier point crucial, cette maladie a une double identité. Dans les questions à choix multiples, on parle souvent de néoplasie endocrinienne multiple type 3, mais le terme NEM2B est tout aussi courant. C'est exactement la même chose, donc aucune panique là-dessus. Et le détail absolu à retenir, c'est cet indice visuel majeur, l'habitus marfanoïde. Si on lit un énoncé décrivant un patient de grande taille, avec 2 longs membres et des doigts très fins, notre cerveau doit faire tilt instantanément. C'est un énorme gyrophare rouge qui clignote et qui pointe vers la NEM3. Passons à la section 2, la triade diagnostique. C'est littéralement le cœur de la définition de ce syndrome. Construisons notre diagnostic étape par étape. Il y a 3 piliers pathologiques à graver dans le marbre pour l'examen. 1. Le carcinome médullaire de la thyroïde. 2. Le phéochromocytome, cette tumeur bien spécifique de la médullo-surrénale. Et 3. Les névromes muqueux. Prenons vraiment une seconde pour visualiser cette association, car c'est la présence simultanée de ces 3 éléments qui signent définitivement le syndrome. Et justement, ces fameux névromes muqueux sont de très bons indices. Concrètement, ce sont de toutes petites bosses que l'on peut voir sur les lèvres, la langue, l'intérieur de la bouche ou même sur les paupières. Mais attention au piège classique des concepteurs d'examen. Parfois, ils cachent ces névromes à l'intérieur du tractus gastro-intestinal. Donc, si un cas clinique décrit des douleurs digestives inexpliquées associées aux autres symptômes de la triade, il y a de très fortes chances que l'on soit face à des névromes intestinaux. Ce qui nous amène directement à notre 3e partie, la tempête de catécholamine. Faisons un focus sur cette tumeur surrénalienne et ses dégâts. Cette tumeur de la glande médullo-surrénale, le phéochromocytome, est le véritable moteur des symptômes aigus de la maladie. C'est simple, il faut l'imaginer comme une usine complètement hors de contrôle qui inonde le corps de quantités massives de 2 catécholamines, l'épinéphrine et la norépinéphrine. Le patient se retrouve avec des niveaux d'hormones de stress absolument vertigineux. Voyons la mécanique de cette tempête. Le mot-clé à retenir ici, c'est épisodique. La libération n'est pas constante. Un patient peut aller parfaitement bien et l'instant d'après, c'est l'explosion. Ces hormones vont déclencher une vasoconstriction foudroyante. Le résultat clinique, une élévation brutale de la pression artérielle et un système sympathique en surchauffe totale. C'est ça qui provoque les fameuses crises paroxystiques, avec hypertension, sueur profuse, anxiété extrême et un rythme cardiaque qui s'emballe. C'est exactement ce tableau qu'il faut traquer dans les vignettes cliniques. Une fois les indices cliniques rassemblés, direction le laboratoire avec notre 4e section, les outils d'investigation. Alors voici l'anti-sèche indispensable pour les épreuves. Pour débusquer le phéochromocytome, on ne dose pas les catécholamines directement, on cherche leurs déchets, les méthanéphrines que l'on dose dans le plasma ou les urines. Pour le carcinome médullaire de la thyroïde, il y a un test très spécifique dont on va parler juste après. Et pour les névromes, la preuve se trouve à l'examen clinique ou via une coloscopie s'ils sont bien planqués dans l'intestin. C'est une correspondance stricte qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Faisons une vraie pause sur ce test précis, le test à la calcitonine stimulée par la pentagastrine, le nom à rallonge par excellence. Dans la vraie vie, il est rarement utilisé en routine, mais pour les examens de spécialité, c'est un incontournable absolu. Si on a un patient avec une masse cervicale et une suspicion de ce carcinome, ce test biochimique est la preuve en or attendue par le jury. C'est un élément à mémoriser impérativement. Évidemment, la biochimie ne fait pas tout. Avoir la preuve dans le sang ou les urines, c'est super, mais ça ne dit pas où se cachent exactement les tumeurs ni leur étendue. C'est là que l'imagerie entre en scène. C'est l'étape obligatoire qui fait le pont entre le diagnostic de laboratoire et la salle d'opération. Section numéro 5, le traitement et la génétique. Maintenant qu'on a le diagnostic, comment on gère la situation? Et surtout, comment on protège la famille?
Sur le plan thérapeutique, l'arme principale reste bien sûr la chirurgie pour retirer ces tumeurs. Mais notre investigation ne s'arrête pas aux patients. Il faut se rappeler que ces néoplasies endocriniennes multiples sont des maladies héréditaires avec une transmission autosomique dominante. Ça veut dire qu'il y a un risque énorme pour la descendance. Du coup, la prise en charge correcte exige un dépistage génétique rigoureux pour toute la famille. C'est une notion de santé publique très souvent testée. Allez, on passe à la pratique. Section 6, les cas cliniques, histoire de mettre nos réflexes de déduction à l'épreuve. Lisons cette première vignette avec nos lunettes d'investigateur. On a un homme jeune, 29 ans, il a cet habitus marfanoïde très caractéristique. Il présente des nodules sur les lèvres qui s'avèrent être des névromes muqueux après biopsie. Ce sont des indices en béton armé. La question nous demande logiquement la prochaine étape de dépistage. Mais pour ça, il faut d'abord isoler le bon syndrome. C'est ici que faire la différence devient vital. C'est tellement facile de s'en mêler les pinceaux entre les différents types de NEM. Les types 1 et 2A incluent souvent des atteintes parathyroïdiennes ou des tumeurs comme les insulinomes. Mais notre patient, lui, présente des névromes muqueux et un habitus marfanoïde. Hop, on raille immédiatement les NEM 1 et 2A de notre liste de suspects. On isole définitivement la NEM 3. Donc pour répondre à la question sur le dépistage, on sait qu'il va falloir chercher les autres éléments de la triade de la NEM 3. Analysons ce dernier cas, très direct mais qui résume tout. Des crises d'hypertension paroxystique, un carcinome médulaire, un phéochromocytome et des névromes muqueux. L'énoncé précise même pas d'atteinte parathyroïdienne pour nous empêcher de partir sur une fausse piste. Quel est le verdict final ? Et voilà la confirmation éclatante. On a la triade parfaite sous les yeux. Associée aux symptômes paroxystiques typiques, il n'y a qu'une seule conclusion possible et indéniable, une néoplasie endocrinienne multiple type 3 ou NEM 2B. C'est exactement cette fulgurance de raisonnement qui est attendue lors de l'évaluation. Ce dossier complexe est donc officiellement résolu. L'approche structurée des indices a clairement fait ses preuves. Mais attention, l'endocrinologie est un terrain vaste, rempli de maladies qui se ressemblent et de tableaux cliniques très subtils. Alors, quels seront les prochains pièges diagnostiques à déjouer lors des révisions futures ? L'enquête ne fait que commencer. Gardons ce bel esprit analytique et à très vite pour un prochain décryptage clinique.